bougea pas. Quelques minutes plus tard, la porte principale du muséum s'ouvrit puis se referma plusieurs mètres sous ses pieds. Hyundai rentrait chez lui, enfin. Dag poussa un soupir de soulagement puis se rapprocha à pas de loup de la fenêtre du bureau, se tenant toujours à la gouttière pour ne pas tomber du minuscule parapet. De son poing ganté, il brisa le carreau près de la poignée, passa la main à l'intérieur et fit jouer le loquet. Prenant soin de ne pas marcher dans les débris de verre, il ouvrit grand les yeux et se laissa le temps de s'habituer à l'obscurité, plus profonde à l'intérieur du bâtiment. Il avança subrepticement vers la porte du bureau et tourna la poignée. La porte s'ouvrit aussitôt. Il sourit. Il avait subtilisé l'unique clé au conservateur lors de sa dernière visite, 2 jours plus tôt, et Hyundai n'avait pas encore pris le temps de remplacer la serrure. Il s'engagea dans les allées sombres du muséum déserté, utilisant sa mémoire des lieux davantage que ses sens pour se repérer. Le bureau de Hyundai était au 2e étage, sa cible au rez-de-chaussée. La priorité était de retrouver l'escalier. Il évolua quelques instants sur le plancher de bois verni, tâchant d'éviter les grincements intempestifs. Hyundai était parti, mais il y avait encore la gardienne de nuit. Le voleur s'était arrangé pour glisser un sédatif dans son jus de cactus juste avant la fermeture au public. Mais il avait perdu du temps à attendre que le conservateur finisse par rentrer chez lui et il n'était pas certain que le narcotique fasse encore effet. Il descendit prudemment les 2 volets de marche et rejoignit le rez-de-chaussée. Des ronflements sonores jaillissaient du bureau de la gardienne de nuit. Le voleur esquissa un rictus. Il fallait qu'il se souvienne de complimenter Karou sur la qualité de son somnifère. Pour une fois que ce nabo se montre utile. Un peu rasséréné, Dag se dirigea vers le pavillon des expositions locales. La salle d'exposition était minuscule et les vitrines fort peu remplies. Il trouva facilement l'objet qu'il convoitait. C'était une sorte de grosse pierre plate, vaguement ronde, gravée d'un dessin primitif complexe et ornée de 3 gros clous d'arcanium pur enchâssés dans la roche. Ce n'était pas un objet très impressionnant ni très précieux, encore que les clous d'arcanium pouvaient se revendre assez cher pour qui connaissait les bons receleurs, mais c'était sans aucun doute un artefact ancien. Les reliques amoréennes étaient rares. Les 13 tribus occupaient depuis toujours les mêmes territoires, dos à la mer, sur lesquels ils avaient bâti de puissants villages fortifiés qu'ils défendaient depuis des siècles contre les dragons de Mitsuwarioka. La civilisation xamoréenne s'était essentiellement concentrée sur les arts guerriers et sorciers, la forge et la maçonnerie de défense. En contrepartie, les chroniques historiques, les écrits et les traditions orales des contes et légendes étaient rares, et les pratiques agricoles et commerciales avaient longtemps été réduites au minimum vital. Les Xamoréens avaient passé pratiquement toute leur histoire à attendre le prochain combat contre les dragons. Une lutte incessante, sanguinaire et interminable, qui avait cultivé de solides traditions martiales. Pendant des générations, les hommes et les femmes des tribus avaient fièrement défendu leurs terres, l'arme ou le sortilège au poing, refusant d'abandonner leurs foyers aux revendications sauvages des monstrueux reptiles. Puis était venue la révolution industrielle, et la technologie moderne avait atteint la Xamorée. Moins d'1 siècle plus tôt, les premiers ingénieurs xamoréens avaient gonflé les rangs des 13 tribus, amenant machines et armes à poudre en renfort des saguets, des épées et des maléfices. Les pavois avaient été érigés 50 ans plus tôt autour de chacun des 13 territoires que les Xamoréens avaient défendus des siècles durant face aux dragons. Les hommes et les femmes des tribus avaient enfin pu souffler, ils avaient posé leurs armes et commencé à bâtir. Protégés par les boucliers magiques qui avaient rendu pratiquement obsolètes les guerriers et les sorciers d'antan, les villages fortifiés étaient rapidement devenus de puissantes et prospères cités-États. Les arts et les sciences s'étaient développés, tout comme le commerce qui avait conquis l'essentiel de l'espace précédemment occupé par la tradition guerrière. Les territoires des 13 tribus étaient riches en ressources, terres arables grasses, mines de métaux et de gemmes, forêts de bois précieux, gisements d'arcanium, et le reste du monde était prêt à payer pour les obtenir. Les anciens rois sorciers et reines guerrières des tribus devinrent alors princes marchands et s'adonnèrent au commerce, transformant les villages fortifiés en riches métropoles. Peu après, la haute reine d'Olune avait assis son autorité sur le continent en demandant en mariage les 12 autres princes et princesses, leur proposant de devenir ses consorts. Tous avaient accepté de gré ou de force, et la Xamorée était techniquement devenue une nation unie. Malgré l'union apparente des princes et la paix qui régnait dans les cités côtières, personne n'était dupe. Une guerre commerciale impitoyable déchirait les 13 tribus, chacune désireuse de s'imposer comme le port de négoce de toute la Xamorée.
le désir ardent de chacun des prêtres. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.